Il était immense. Une silhouette longue et basse se découpant dans les brumes chaudes du Crétacé, une ombre portée démesurée sur les plaines arides. Plus long qu'un Tyrannosaurus rex. Chaque foulée, mesurée, calculée, couvrait une distance impressionnante, propulsant cette machine à tuer avec une efficacité redoutable. Plus rapide. Sa morphologie n'était pas un accident de l'évolution, mais le résultat d'une pression sélective extrême pour traquer et harceler les proies les plus colossales que la Terre ait portées. Plus taillé pour la chasse à grande échelle. Et pourtant, peu de gens connaissent vraiment son nom. Il demeure un figurant dans le récit populaire, souvent mentionné, rarement compris, éclipsé par une icône dont il n'a pourtant jamais croisé le chemin. Quand on parle de prédateur ultime, le monde pense au T-Rex. Cette image est gravée dans l'inconscient collectif. Un buste puissant, une mâchoire broyeuse d'os, le symbole absolu d'une puissance solitaire et écrasante. Mais dans les plaines brûlantes de l'Amérique du Sud, bien avant que le tyran ne règne, un autre géant imposait sa loi. Sa loi n'était pas celle de la terreur immédiate, mais celle de l'usure implacable, d'une patience de glace face à des montagnes vivantes. Un chasseur façonné pour tuer des titans. Son anatomie tout entière était une réponse à une question unique. Comment abattre l'inabattable? Comment vaincre une créature 100 fois plus lourde que vous? Un carnivore qui ne dominait pas par la morsure, du moins pas par une morsure unique et foudroyante, mais par la vitesse. Une vitesse de croisière soutenable qui lui permettait de rester aux trousses de sa proie sur des distances éprouvantes. La coordination, une possible intelligence tactique qui changeait radicalement la donne du prédateur solitaire. Et la violence pure. Une violence méthodique, chirurgicale, répétée jusqu'à ce que la vie quitte le géant. Voici l'histoire du Giganotosaurus, le géant du Sud. Un nom qui signifie littéralement « lézard géant du Sud », un titre descriptif qui cache une réalité bien plus complexe et fascinante. Le prédateur que l'histoire a presque oublié. Non pas par manque de découverte, mais par la force écrasante d'un mythe concurrent. Mythe contre réalité. Dans l'imaginaire collectif, le Giganotosaurus est souvent réduit à une comparaison. Il n'existe pas pour lui-même, mais comme un simple point de référence dans un débat de chiffres et de statistiques. Un T-Rex bis, un grand carnivore parmi d'autres. Ces étiquettes sont commodes, mais elles sont profondément injustes et réductrices. Elles gomment toute son originalité évolutive. Une ombre derrière une icône. C'est le sort du numéro 2, du Challenger, même lorsqu'il appartient à une ligue et à une époque totalement différente. Mais cette vision est fausse, profondément fausse. Elle néglige le contexte, l'écologie et la stratégie de survie qui ont modelé cet animal de manière unique. Car le Giganotosaurus ne jouait pas au même jeu. Le terrain, les règles, les adversaires, tout était différent. Il évoluait dans un écosystème où la mégafaune herbivore atteignait des sommets de masse jamais égalés ailleurs. Il ne chassait pas comme le Tyrannosaurus. Là où le T-Rex pouvait opérer un coup de grâce sur des proies de taille comparable, le Giganotosaurus devait envisager la chasse comme une campagne militaire. Il ne tuait pas de la même manière. La finalité était identique, mais le chemin pour y parvenir était radicalement opposé. Comparer les deux, c'est comparer un gladiateur à un chasseur de meute. L'un affronte en duel dans l'arène, avec une armure lourde et une arme dévastatrice. L'autre opère en terrain ouvert, avec agilité, communication et persistance, visant à épuiser sa cible. Le Giganotosaurus n'était pas un roi solitaire. Il ne trônait peut-être pas au sommet d'une hiérarchie de terreur individualiste. C'était une arme de guerre biologique, conçue pour infliger des pertes massives, pour saigner à blanc des adversaires d'une échelle démesurée, dans le cadre d'une stratégie qui pouvait être collective. Anatomie, le corps d'un tueur de titans. Avec plus de 13 mètres de long et un poids estimé entre 6 et 8 tonnes, le Giganotosaurus dépassait le T-Rex en longueur. Cette allonge supplémentaire n'était pas de la masse pure,
mais un avantage biomécanique pour la poursuite et la portée de sa morsure. Son corps était plus fin, moins massif, moins volumineux que celui de son célèbre cousin du Nord, plus allongé, comme celui d'un guépard à l'échelle monstrueuse, profilé pour minimiser la résistance à l'air et optimiser la foulée, conçu pour le mouvement. Chaque vertèbre, chaque insertion musculaire semblait orientée vers un seul but, le déplacement efficace et endurant. Ses jambes longues et puissantes indiquent une chose claire, la vitesse. Non pas le sprint explosif et court, mais une vitesse de pointe estimée à près de 50 km/h sur de courtes distances, et une vitesse de croisière bien supérieure à celle d'un T-Rex, cruciale pour une chasse à l'épuisement. Il n'était pas fait pour encaisser. Contrairement au T-Rex, son crâne était moins adapté à des chocs frontaux violents. Il était fait pour frapper, avec la précision d'un escrimeur, visant des zones spécifiques et vulnérables de sa proie, reculer, esquiver la riposte désespérée, souvent lente mais potentiellement mortelle, du titan, et frapper encore. C'est le cycle même de sa tactique de prédation. Sa tête, longue et étroite, ressemblant presque à celle d'un crocodile terrestre, portait des dents tranchantes comme des lames. Elle n'était pas conique et massive, mais plate, courbée et dentelée sur les bords. Pas pour broyer. Elles auraient été inefficaces pour pulvériser de l'os, mais pour ouvrir, pour inciser, pour trancher les tendons et les artères, pour saigner. C'était leur fonction première, créer des blessures béantes, des portes ouvertes par lesquelles la vie s'échappait. Chaque morsure n'était pas un coup fatal. Elle ne visait pas la colonne vertébrale ou le crâne. C'était une hémorragie programmée, une attaque qui déclenchait un compte à rebours inéluctable chez la proie, un sablier dont le sable était son propre sang. Le monde du Giganotosaurus. Le Giganotosaurus vivait dans un monde brutal. Un monde où la compétition pour la survie atteignait des sommets de violence et d'échelle. Chaud. Le climat de l'actuelle Patagonie, au Crétacé supérieur, était subtropical à tempéré chaud, sans gelée, ouvert. Des paysages qui favorisaient la vision sur de longues distances et les poursuites d'endurance. Des plaines immenses. Des savanes primitives parcourues par des troupeaux dont le passage devait ébranler le sol. Des forêts clairsemées. Des zones de refuge et d'embouches potentielles, mais pas de jungle dense qui entraverait le mouvement des titans. Des rivières larges et lentes. Des points d'eau, lieux de vie et de mort incontournables, où les prédateurs guettaient les herbivores venus s'abreuver et où les cadavres pouvaient s'accumuler. Un monde dominé par les plus grands herbivores ayant jamais existé. C'était l'ère des supergéants, où la course à la taille était une stratégie de défense contre des prédateurs déjà monstrueux. Argentinosaurus, le symbole ultime de cet gigantisme, avec ses 30 à 35 mètres de long et ses 60 à 70 tonnes. Sauropodes titanesques. Ils formaient l'arrière-plan mouvant de ce monde, des silhouettes de montagnes à l'horizon, bruyantes, constantes et pourtant toujours vulnérables. Des montagnes de chair en mouvement. Chacune représentait des mois de nourriture potentielle, mais pour l'atteindre, il fallait franchir des défenses physiques monumentales. Dans cet environnement, face à de tels colosses, la force brute ne suffisait pas. Elle était même vouée à l'échec. Aucune morsure, aussi puissante soit-elle, n'aurait pu arrêter net un tel animal. Il fallait une stratégie, une intelligence de la chasse, une compréhension des points faibles, une patience à toute épreuve, et peut-être la capacité à coordonner ses actions avec ses congénères. Giganotosaurus contre T-Rex, le débat. Avant d'analyser ce duel mythique, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des grandes batailles du monde perdu. Ils ne se sont probablement jamais rencontrés. Près de 30 millions d'années et des milliers de kilomètres les séparaient. Le Giganotosaurus a vécu au Cénomanien, vers 98 à 97 millions d'années, le T-Rex au Maastrichtien, vers 68 à 66 millions d'années, séparés par le temps et les continents. C'est un combat purement hypothétique, un match de rêve préhistorique, mais le débat persiste. Il anime les forums, les documentaires, les discussions entre passionnés. C'est le duel ultime des monstres. Qui aurait gagné ?
La question, bien que futile d'un point de vue scientifique, est un exercice de réflexion sur leurs adaptations respectives. La vérité est simple. Elle ne réside pas dans une réponse tranchée, mais dans la formulation même de la question. Dans une arène, un espace clos sans possibilité de fuite, un contre un, le T-Rex aurait eu l'avantage. Son crâne plus robuste, sa morsure plus puissante, son centre de gravité plus bas pour le combat au corps à corps, sa vision binoculaire probablement supérieure, en ferait le favori dans un duel de gladiateurs. Mais dans la nature, dans les vastes plaines qui étaient son domaine, le Giganotosaurus n'aurait jamais accepté ce combat. Cela aurait été contraire à toute sa stratégie évolutive. Il aurait refusé l'affrontement frontal. Il aurait frappé autrement. Par surprise, par derrière, visant les jarrets pour immobiliser, puis reculant. Plusieurs attaques, venant de différents angles, testant les défenses, cherchant la faille. Plusieurs angles, toujours en mouvement, utilisant sa vitesse supérieure pour contrôler la distance. Deux philosophies, deux monstres. L'un est le canon, une puissance concentrée, dévastatrice en un point. L'autre est la mitrailleuse, un feu roulant, précis, qui érode et démoralise. Lequel est le plus fort? Cela dépend entièrement des règles du jeu. Pourquoi il nous fascine? Le Giganotosaurus nous fascine parce qu'il brise le mythe. Il vient perturber la narration simpliste qui place un seul prédateur sur un piédestal absolu. Il complexifie l'histoire. Il nous rappelle que la domination ne prend pas une seule forme. Elle peut être ostentatoire ou discrète, immédiate ou patiente, solitaire ou collective. La nature explore toutes les voies de la puissance. La force brute, celle du T-Rex, du mégalodon, des créatures conçues pour l'anéantissement direct. Ou la stratégie, celle du Giganotosaurus, du Vélociraptor, dans la réalité chassant en groupe. Des prédateurs qui utilisent l'intelligence, la coordination et la persistance comme armes premières. Le roi solitaire. Une figure archétypale, le monarque régnant par la terreur sur son domaine, ne tolérant aucun rival. Ou le chasseur invisible, celui qui ne règne pas par la présence constante, mais par l'efficacité de ses actions, par la peur de l'attaque qui peut venir de n'importe où, à n'importe quel moment. Il est la preuve que la nature explore toutes les voies, tous les niches, toutes les solutions possibles aux problèmes de la survie et de la prédation, même les plus contre-intuitives face à la démesure, même celles que l'histoire oublie. Car l'histoire, surtout populaire, aime les icônes simples. Le Giganotosaurus, dans sa complexité et son contexte lointain, est resté dans l'ombre. Mais cette ombre était elle-même démesurée. Conclusion, le géant oublié. Le Giganotosaurus n'a jamais été couronné. Aucun film à grand budget n'en a fait le héros unique. Aucune légende populaire ne le célèbre comme le roi des dinosaures. Il n'a jamais été sacralisé. Son nom même est technique, descriptif, dépourvu de la majesté immédiate de Tyrannosaurus Rex, le roi des lézards tyrans. Mais pendant des millions d'années, dans son propre monde, à son époque, il a régné sur un monde de géants. Il en était l'architecte invisible de la peur, le régulateur par l'horreur, le principal facteur de sélection naturelle pour les herbivores les plus massifs. Silencieux. Contrairement aux clichés cinématographiques, ces attaques devaient être d'une efficacité glaçante de silence, jusqu'au cri de la proie. Rapide. Dans la course d'endurance contre un titan, sa vitesse était son atout décisif. Implacable. Une fois engagé, le processus de chasse ne s'arrêtait probablement plus, poursuivi sur des kilomètres, des heures, jusqu'à son terme fatal. Il n'était pas le plus célèbre. Ce titre revient et reviendra probablement toujours à son lointain cousin du Nord. Mais il était l'un des plus efficaces. Dans sa niche extrême, face aux proies les plus difficiles imaginables, il a développé une stratégie d'une redoutable perfection. Et parfois, dans les récits de la préhistoire comme dans ceux d'aujourd'hui, ce sont les prédateurs dont on parle le moins qui sont les plus terrifiants. Car leur dangerosité ne réside pas dans la renommée, mais dans l'action elle-même,
dans la froide efficacité d'une machine à tuer parfaitement adaptée à son environnement, opérant loin des projecteurs de la postérité. Si vous avez aimé cette plongée dans l'ombre des géants, abonnez-vous et rejoignez-nous sur Terres Anciennes, là où les monstres n'ont jamais disparu.